Donc moi, je suis Pauline Aurin, je suis la cofondatrice de Nos Mémoires Vives. J'ai aussi des histoires de grand-mère, dans Sud-Ille-et-Vilaine, pas très loin du Maine-et-Loire, mais j'ai oublié la photo, donc on va passer là-dessus. Puis, on est dans le cadre de la présentation d'une recherche, donc en fait, on va essayer d'être sérieux. Donc Nos Mémoires Vives, on existe depuis 2016 en local, on est né à Montpellier. L'enjeu, c'est vraiment la collecte de la mémoire orale et donc dans notre boîte à outils, on a, le récit de vie principalement comme outil et la captation sonore et de ça, on va le transformer en podcast ou en réalisation, documentaire. L'enjeu, c'est à différentes échelles, c'est, sauvegarder la mémoire d'une famille, d'un groupe social, d'un territoire, et quelque part sauvegarder notre patrimoine, immatériel, notre patrimoine humain. Et donc dans le cadre de ce projet, on a une attention particulière à nos personnes âgées parce que, bah, c'est elles qui ont le plus long patrimoine humain, et que du coup, on souhaite aller les voir pour qu'elles nous racontent ces petites histoires qui font la grande. Hem Et aussi parce qu'on trouve qu'on leur accorde pas assez d'intérêt et comment, à travers la collecte, on peut rendre visible, et leur, restituer une légitimité et un espace, de parole. Hem, je vais pas aller plus loin sur la présentation de l'asso, comment on s'y prend parce que ça va un peu, transpirer dans tout ce qu'on va présenter à 3 voix après. Hem, En tout cas, depuis 2016, dans tous les projets qu'on mène, ce qu'on a observé, c'est que, les personnes témoignent, de l'importance qu'elles ont eu à ce qu'on nous offre un espace d'écoute de leur histoire et des bienfaits d'avoir été écoutées et prises en compte. Elles ont pu aussi nous dire qu'elles se sentaient, à nouveau utiles, rien que dans le fait d'être, dans un espace, d'avoir restauré un rôle de transmetteur. Mais dans cette utilité aussi, il y a le fait d'avoir retrouvé un sentiment d'utilité, d'avoir retrouvé une légitimité et quelque part de se ressentir à nouveau acteur de sa vie. Et on s'est dit: «Ben, on a ça, on est à notre petite échelle du monde associatif, c'est quand même assez puissant, donc on va faire appel aux chercheurs pour, qu'ils nous disent que, ouais, il y a quelque chose à aller gratter». Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Trait d'Union et à ce que, du coup, Naro nous accompagne et donc aujourd'hui devant vous, pour cette journée. Merci Pauline. Je suis Itane Lacrampe-Camus et je représente donc Naro, dont je suis la cofondatrice et je suis moi-même géographe de formation. Alors Naro, c'est une société à mission spécialisée dans la recherche-action. C'est un acteur de ce que l'on nomme le tiers secteur de la recherche. En fait, on mobilise des outils et les méthodes scientifiques en sciences humaines et sociales pour accompagner des acteurs du territoire assez diversifiés. Et on participe de la valorisation des savoirs scientifiques et opérationnels et surtout de leur mise en lien. Donc, dans le cadre du dispositif Trait d'Union, on a commencé à collaborer ensemble entre Nos Mémoires Vives et Naro. Et sur la base du matériel qu'elles avaient récolté de leurs premières observations, hypothèses, on a commencé par engager une démarche de capitalisation d'expérience. C'est une démarche qui vise à transformer une expérience en une connaissance partageable et qui peut accompagner, orienter des transformations, des changements dans les actions menées par certains acteurs. Donc, dans le cadre de nos mémoires vives, la démarche de capitalisation avait pour objectif, premièrement, de synthétiser, de structurer la démarche de l'association en un protocole méthodologique et de valoriser cette méthode, de valoriser l'outil du récit de vie et de partager les résultats au sein d'un débat scientifique. Alors au départ, il fallait bien commencer par un endroit. Nous nous sommes entendus sur une première hypothèse qui a guidé la recherche. Est-ce que la collecte, la pratique du récit de vie, peut s'apparenter à une démarche thérapeutique non médicamenteuse? C'était notre question. Alors, on a mis au point un protocole pour tester cette hypothèse dans le cadre d'un projet que nos Mémoires vives allaient commencer sur le territoire montpelliérain et pour travailler cette démarche de capitalisation. La parole, moi, je vais me mettre debout parce que je peux pas tenir assise. Oui, non. Alors, merci. Je me disais tout à l'heure que si je suis une étoile, le ciel est grand. Et je vous remercie grandement parce qu'il y en a plein des étoiles dans cette salle. Et merci à Pauline, j'en profite parce que ça a été une sacrée rencontre pour moi, qu'aujourd'hui, c'est une journée où je fais vraiment de liens avec plein de pratiques, vous avez pu le voir. Donc voilà, ça fait vraiment sens et il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur. Donc debout, c'est bien.
Voilà, je vais essayer de rester quand même centrée. Donc, on parlait du projet dans le cadre duquel on a pu appliquer ce protocole. Ce projet, le choix s'est fait sur le projet Quartier solidaire de ses aînés, qui a été conduit en partenariat avec le CCAS de Montpellier, qu'on a démarré en 2022. Et il s'est vraiment construit autour de la question de l'isolement des personnes âgées, avec le souhait de recréer une dynamique autour de ces personnes et de sensibiliser le grand public à cette question de l'isolement. Il y a 15 personnes, 15 témoins qui ont été identifiés par le CCAS et vers qui on nous a orientés. 15 personnes considérées comme isolées, on pourra revenir sur ce point là-dessus, enfin, sur ce point plus tard. Et pour la première fois, nous avons fait le choix, dans le cadre de ce projet-là, de restituer les témoignages sous format de balade sonore. Pour nous, c'était vraiment la première fois qu'on utilisait ce format dans l'objectif de donner à entendre les témoignages, de mettre en lumière la dimension du territoire, ça a été abordé un petit peu aussi avant dans d'autres projets, et de faire le lien avec les habitants du quartier qui, en fait, ont écouté les témoignages en se promenant dans le quartier et peut-être sont allés à la rencontre, en tout cas c'était notre intention, des habitants qu'on ne voit plus, qui sont derrière leurs vitres et qui pourtant sont là. Donc là, notre objectif, nous, dans la présentation, ça va être, dans un premier temps, de vous présenter un peu la démarche méthodologique, comme le disait Pauline, qui est appliquée depuis plusieurs années maintenant, et comment est-ce qu'on procède, l'appliquer à ce projet-là, donc dans le cadre du quartier solidaire de ses aînés, vous présenter les résultats que nous avons obtenus et quelques retours réflexifs sur la méthode et sur la démarche. Donc, la méthode Nos mémoires vives, elle peut être en fait formalisée suivant cette frise chronologique, avec l'originalité pour nous que la pratique du récit de vie, la collecte du récit de vie, elle va s'intégrer sur un temps long. Ça a été évoqué aussi plusieurs fois, la notion de prendre du temps. Et on passe d'une démarche, en tout cas d'une collecte individuelle, à une dimension collective. Et ça aussi, ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous. Donc, les principaux temps qu'on va avoir dans cette frise, c'est ici le temps zéro, qui va être le temps de la rencontre, en tout cas de la mise en contact avec les participantes. Donc, je vous ai parlé, par exemple, là, des 15 témoins qui ont été identifiés. Donc, on va les contacter et organiser le temps 1, qui est le temps de l'entretien, de la rencontre vraiment individuelle entre l'enquêteur, l'enquêté. C'est des termes qui ont été prononcés. Nous, on parle de témoins, collecteurs, collectrices. Voilà. Et on rencontre. Alors, ça peut être une rencontre, ça peut aussi être deux en fonction des projets. Et suite à ce premier temps, va avoir lieu ce dérochage-montage. Donc, c'est là notre intervention technique, puisqu'il s'agit donc d'une collecte audio. On collecte la parole enregistrée. Et tout à l'heure, il a été prononcé le mot de seconde écoute. Donc, nous, la seconde écoute, elle va se positionner là, en tout cas, avec ce travail. On va réécouter l'enregistrement et on va vraiment mettre les mains dans la matière. On va aller monter l'audio. Et le deuxième temps qui est très important pour nos mémoires vives, c'est ce temps d'écoute ou de réécoute qu'on va faire avec la personne. C'est-à-dire que quand c'est possible, parfois on lui envoie et elle va l'écouter seule, mais il y a vraiment ce temps qu'on va prendre avec la personne, qu'on retourne voir, et où on prend le temps d'écouter. Ça va être l'occasion pour elle ou pour lui de valider le contenu du témoignage, parce que certes, c'est sa parole enregistrée, mais qui a été retravaillée entre-temps, et qui va aussi nous permettre de l'utiliser pour diffuser, pour en faire quelque chose. Et c'est là qu'on va passer à une étape collective. C'est-à-dire que là, c'est d'abord la personne en tant qu'individu qui va nous valider le témoignage, et ensuite qui va nous dire bah, « je suis d'accord pour le diffuser, pour l'utiliser ». Parfois, il y a des morceaux qu'elle ne souhaite pas diffuser. Et on va pouvoir l'utiliser donc pour préparer le temps 3, qui est le temps de restitution collective. Dans le cadre du projet du CCAS, ça a donc été la balade sonore. Et entre ces deux temps, il va y avoir vraiment une préparation, donc parfois de nouveau un travail de montage, de valorisation de la bande son, puisqu'on va faire un montage collectif et non plus individuel. Et il va aussi y avoir souvent, ça a été le cas pour le cas du projet du CCAS, l'organisation d'ateliers collectifs, où les témoins, les personnes qu'on est allé interroger, on les invite et elles vont se rencontrer, parce que souvent, même si là, elles habitaient dans le même quartier, elles ne se connaissaient pas. Donc, c'est voilà, comment elles peuvent échanger aussi sur l'expérience qu'elles sont en train de vivre et comment est-ce qu'on les intègre dans ce temps de restitution collective, qui a donc été une restitution publique, la balade sonore, avec voilà, des personnes qui sont venues. Donc, je vous dis, on a commencé le projet en octobre 2022 et la balade a eu lieu pour la première fois en mai 2023. Donc, pour vous donner une idée aussi de la temporalité de cette frise.
avec voilà, la fin de projet, les retours d'expérience. Alors, pour vous recaler un petit peu les résultats qu'on va vous présenter là par la suite, on a, pour essayer de répondre à la problématique qui a été énoncée par Ethan, on a eu 3 temps d'entretien qui se sont insérés dans cette frise-là et pour avoir des retours, en fait, des témoins qui ont participé à l'expérience. Donc, il y a eu un premier entretien juste après le temps 1, dire, OK, comment ça a été pour vous de vous raconter? Qu'est-ce qui s'est passé là? Juste après le temps 2, comment ça a été pour vous de vous réécouter? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement? Et juste après le temps 3, de dire, bah voilà, là, il y a la balade sonore qui a eu lieu, vous avez rencontré des personnes, comment ça a été de rencontrer le public, d'être face à ces personnes qui ont écouté vos témoignages, qui ont peut-être fait des retours, etc. Voilà. Donc, on va vous présenter les résultats et vous donner à entendre, puisque ces entretiens ont également été enregistrés. Donc, on a pu faire une sélection des extraits qui nous ont paru vraiment les éléments les plus saillants et qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui. Voilà. Donc, plutôt que de parler à leur place, eh ben, vous entendrez les témoins qui ont participé au projet autour de 2 grands axes qui sont le premier, que l'exercice pour les témoins, nous a-t-il semblé, a vraiment eu de la valeur. Et vous allez entendre pourquoi, quelles sont les raisons qu'eux ont avancées. Et le deuxième axe sera qu'il a eu de la valeur pour eux et qu'il mérite d'être valorisé aux yeux des autres. Voilà. C'est moi qui continue. Donc, pour commencer, la première question qu'on pose, et donc on se resitue sur le temps 1, si vous avez cette frise en tête, la première question qu'on pose souvent pour ouvrir cet espace de récit de vie, c'est de dire, bon, en fait, quand est-ce que vous êtes né et où, à quel endroit? Et la personne est amenée à se remémorer, à replonger dans ses souvenirs. Et quand on demande aux témoins comment ça s'est passé, là, comment ça a été pour vous cet exercice, voilà ce qu'ils nous répondent. Eh bien, j'ai raconté ma vie. Et bien, écoutez, on effacera ce que je veux pas. Alors, j'ai tout raconté. J'ai tout dit. Non, bon, ça va. C'est rigolo d'avoir ressorti toute mon enfance, d'avoir tout déballé, là. Mais bon, c'est un condensé, sympathique. Ça m'a remémoré plein de bons souvenirs. Non pas que j'y pensais plus, mais que je ne les abordais plus. C'est ma vie, c'est tout. Pleine de trous ou pas pleine de trous, j'en sais rien, mais c'est ma vie. Moi, je renie rien de ma vie. Moi, je vous raconte ce qui est la vérité, c'est tout. Moi, j'ai pas de secret, moi. Je suis comme je suis, on me prend comme je prends. Si j'ai une vie, je vais pas raconter n'importe quoi. Je vais pas raconter la vie d'un autre. Je pense être sincère, donc... Je raconte ce que j'ai vécu, je me fais pas relire, je n'en rajoute pas. Je trouve que c'est pas comme une biographie, mais bon, il n'y a pas de la totalité des choses, mais bon, c'est un peu mon histoire, c'est mon histoire, ça fait partie de mon histoire. J'ai raconté tout ça. Ça vous étonne? Ouais, c'est moi, quoi. C'est bizarre de s'entendre, mais c'est ce que j'ai vécu, quoi. J'ai rien inventé, c'est... Mais c'est vraiment ma vie. Vous m'avez résumé ma vie, là. Alors voilà, pour vous donner à entendre qu'à chaud, l'exercice apparaît plutôt simple, comme si ils avaient pris la pelote et qu'ils tiraient par un fil et que la pelote se déroule. Il y a même des souvenirs que ils vont retrouver alors que ce pas des souvenirs qui remontent à la surface souvent. Et ce pas non plus toujours des souvenirs très agréables, mais ça, vous pourrez l'entendre par la suite. Ce pas toujours des moments faciles. Et ce qu'on a pu entendre là aussi, c'est qu'à la fin de la collecte ou à la fin de ce temps de réécoute, donc temps 1 et temps 2, le témoin devient vraiment observateur de sa propre vie. Et on l'entend là, il y a plusieurs personnes qui vous disent « mais oui, ça, c'est bien ma vie ». Ils nous confirment leurs propos, leurs dires et leur histoire. Et donc, c'est en ce sens-là que pour nous, il y a un processus d'auto-légitimation. Génial, mais je peux continuer avec ça. Non, c'est bien. J'ai froid, alors je cache mon écharpe en fait. Donc moi, je reste assise. Alors, faut imaginer que les personnes que vous avez entendues, on a des personnes un peu de confiance qui leur ont parlé de nous, et puis après, un beau jour, ils reçoivent un coup de fil de notre part en disant « Bonjour, on aimerait bien enregistrer votre histoire de vie ». Donc, c'est pas très habituel. Et n'empêche qu'ils ouvrent leurs portes. Et donc, une des questions qu'on leur a posées, c'est une fois que l'exercice, effectivement, s'est passé, c'est alors, est-ce que c'était si facile que ça? Et puis, qu'est-ce qui a rendu ce partage possible? Donc, on va à nouveau les entendre.
En vous disant oui, effectivement, j'allais vers l'inconnu. Et puis maintenant que tout est bouclé, mais c'est super. J'étais pas parti pour au début. Et qu'est-ce qui fait finalement que vous vous êtes dit, allez, ok, j'y vais? Je me suis dit, je vais voir comment ça va se passer. Si j'ai pas envie, j'arrête, hein, comme vous m'avez dit au début. Et puis, au fur et à mesure, c'est venu la conversation. Et, je sais pas, c'est sorti comme ça. Vous m'avez inspiré confiance. Hein. Je pensais pas que j'aurais pu le faire. Mais je l'ai fait. Est-ce que vous savez depuis combien de temps vous parlez? Une bonne heure. 1h40. Voilà. Vous m'avez fait parler, là. Je parle pas aussi longtemps. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez parlé aussi longtemps aujourd'hui? Parce que vous me posez des questions. Peut-être que quand vous allez repartir, je vais dire, oh, j'aurais peut-être pas dû dire ça, ou j'aurais peut-être pas dû dire ci, mais bon, ben, ça c'est fait. Vous êtes sympathique, donc voilà, ça s'est sorti naturellement. Je me suis sentie à l'aise déjà avec vous. Et bien, voilà, le fait d'être à l'aise, ben, ma foi, quand on commence à parler, on glisse vers des épisodes de notre vie, effectivement, qu'on n'a pas toujours envie de dévoiler, qu'on a envie de se le garder pour soi, parce qu'on se dit, ah non, mais ça regarde personne, c'est ça. Mais finalement, avec vous, bon, ça a été comme un peu l'enquête, et on se dit, bon, après tout, ça m'a libérée aussi. Et là, je vais repartir 3 semaines à la clinique du parc, parce que dans tous mes avaries, je me suis mis à boire. Quelque chose qui n'est pas évident à dire? Non, c'est pas évident à dire, mais bon, ça fait partie de moi. Comme vous voulez savoir tout de moi, et ben, ça fait partie de moi, et voilà. Parce que j'ai parlé toute mon enfance de tout, et ça fait partie de la suite. Vous m'avez fait parler, et ça a aidé. J'ai toujours du mal à repartir après cet extrait. On a fait une répétition, mais je revis aussi ce moment-là de totale confiance et de la personne, d'où aussi l'importance qu'on ressent dans notre posture à ce moment-là. En tout cas, ce qui transpire, c'est l'importance qu'il se soit senti en confiance et à l'aise pour pouvoir se raconter. Et vraiment, je crois que ça transpire aussi depuis le début de la matinée, c'est l'importance de prendre le temps. Et quelque part, c'était un peu un acte militant aussi dans notre association dès le départ, de dire dans cette société qui va trop vite, eh ben, non, on va prendre le temps nécessaire et on va être disponible, on va arrêter de regarder les montres. Et en fait, c'est ça où je suis touchée aussi, c'est le fait qu'eux-mêmes, ils le remarquent et c'est ça qu'ils notent. C'est l'importance d'avoir laissé ce temps de faire connaissance pour ne pas être intrusif et établir la relation. Et aussi, c'est parce qu'on a donné le temps que ça leur a permis de se dévoiler et pour certains, effectivement, de se libérer de aussi certaines choses. Alors, vous avez pu l'entendre, donc Madame D, tous les vécus sont pas simples à dire et on entend toute l'émotion aussi qu'elle a de nous en parler. Il y a les émotions qui sont traversées, qu'il traverse quand il se raconte, et puis il y a aussi les émotions qu'il traverse quand il se réécoute. Et là, les quelques extraits que vous allez entendre vraiment se focalisent sur ce temps de réécoute, comment c'est pour eux quand ils se réécoutent. C'est d'ailleurs un temps sur lequel je me suis focalisée parce que Diane vous en a parlé tout à l'heure, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés, autour du diplôme universitaire que j'ai fait avec elle, et qui s'est focalisé sur qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça fait de s'écouter se raconter. Je les laisse vous en témoigner. La mort de mon père, peut-être, parce que c'était trop tôt. Mais mon père, toujours, mon père revient. Le matin, il était là, le soir, il était plus là. Ça m'a marqué. Ah oui. Là, je change de voix, là. Hein. Mon ton était plus bas. J'avais un ton plus bas quand j'ai parlé de mon père. Peut-être l'émotion. J'ai ressenti l'émotion. C'est vrai que ça a été dur. Et comment c'est pour vous de le réentendre, là? Ah, c'est émouvant, quand même. C'est émouvant. Mais ça va, je suis passée là-dessus. Sur la mort de mon père, je suis passée. Voilà pour le premier. Ça vous fait sourire? Ouais. Ça fait plaisir d'entendre des trucs comme ça. Ouais, je suis un peu ému, ouais, je suis un peu ému, ouais. Ah, ça me rappelle la jeunesse. J'aimerais bien y retourner, je vous dis franchement. J'aimerais bien revenir en arrière. Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui vous fait pleurer dans ce que vous avez entendu là, du coup? Les souvenirs que j'ai eus avec mon épouse. Vous savez qu'on était mariés 38 ans, et elle est partie en 15 jours. Il a fallu que ça sorte. Il fallait que ça sorte.
continuer, pour dire ce que j'avais à dire. Hein. Parce que j'étais lancé, mais si je ne m'arrête pas. Je sais pas, j'étais bien. Ça, vous m'avez servi de psychiatre. À ce point-là? Ben oui. Pourquoi vous Ben, avez servi? un psychiatre qui vous fait parler, raconter ce qui va pas. En fait, vous racontez votre vie. Je trouve ça très bien, oui. Ça renouvelle sa vie. On renouvelle notre vie. En quoi ça la renouvelle? D'en parler. Repenser, Se remémorer. revivre. Parce que ça, je le raconte à la psychologue. J'ai dit, mais je me pose tant de questions, tout le temps. Pourquoi tu es comme ça? Ben, vous voyez, là, en parlant, ça disparaît. Qu'est-ce qui disparaît? Eh ben, l'anxiété, l'angoisse. Quand vous êtes arrivé, depuis que je suis levée, je me suis pris mon traitement, mais ça passait pas. Mais au bout d'un moment, vous voyez, quand je suis avec quelqu'un, que je parle, elle part. À part d'en parler à quelqu'un de professionnel, c'est différent. Parce que j'ai une personne, comment on dit, une personne lambda devant moi. Elle m'ouvre, on va dire, son cœur à m'écouter. Je défile dans mon histoire et c'est très, très touchant. Alors voilà, en avoir parlé, avoir déposé, réécouté leurs souvenirs suscite tout un tas d'émotions qu'ils ont vraiment été en capacité de nous expliciter, même à chaud, en fait, quand on leur pose la question de comment ça a été pour eux. Et par rapport à cette question, alors, est-ce qu'on peut parler d'une forme de thérapie? On a commencé à en discuter aussi avec Christine, de dire est-ce qu'on ne peut pas parler de formation? Est-ce qu'on parle de thérapie? Là, on entend quand même vraiment deux personnes, sans que nous, on l'évoque, qui font le parallèle avec justement un accompagnement psychothérapeutique. Ouais, il est bien celui-là. Donc il y a ce moment où on a pris le temps qu'il se raconte, ce moment où on a pris le temps qu'il s'écoute. Et tout ça, dans ce temps, en fait, je pense que c'est là où on prépare à cette confrontation au regard de l'autre, parce que c'est ça, dans le processus du projet, c'est vraiment qu'à un moment, le témoin va rencontrer le public. Et donc, il y a eu ce moment de la balade sonore. Pour ceux qui restent en fin d'après-midi, on vous montrera un film qui revient sur l'expérience. Et donc, on les a appelés quelques jours après pour, du coup, savoir comment cette confrontation au public s'était passée pour eux. Donc, c'est ce qu'on va entendre. Là, on est sur l'après-temps 3. Ça me dit, mais ça s'est passé très bien. Tu n'as pas vu, j'ai dit. Beaucoup de personnes m'ont parlé de ce que j'avais dit, alors que je croyais que j'avais dit des bêtises. Ben non, j'ai été félicitée, j'étais contente. Ah oui, il y a au moins 3 personnes ou 4 qui m'ont parlé et qui m'ont dit que ce que j'avais dit, c'était que ça les avait rendues plus fortes et tout ça, quoi. J'étais ravie, donc moi ça m'arrive bien, moi. Hein. Vous trouviez qu'ils avaient un intérêt à ce que vous racontiez? Oui, je pense, oui. J'ai senti. D'ailleurs, il y a une photo sur le CCAS où je suis en train de jouer de la guitare et il y a quelqu'un à côté de moi qui regarde, qui jette un regard. J'ai dit, ah, j'aime bien quand je fais quelque chose comme ça, de regarder les... Alors, je regarde en général pas trop les gens pour pas être perturbé, mais à la fin, je regarde un peu les visages, les regards. C'est intéressant de voir comment les gens réagissent, si ça les intéresse ou si ça les intéresse pas, ou s'ils trouvent ça bien, ou voilà, c'est... Disons que bon, j'ai expliqué ce que j'aime bien faire, quoi. Donc ça m'a fait plaisir. J'ai eu hier une dame qui promène de petits chiens qui devait être le matin, puisqu'elle est venue me voir et elle m'a dit c'est vous pour les chats et tout. Donc on a parlé un petit peu, j'ai dit ce que je faisais et tout. Elle m'a dit vous savez que dans le quartier vous êtes appréciés, il y a beaucoup qui disent que c'est beau ce que vous faites. Enfin vraiment elle m'a complimenté, elle était ravie apparemment. Ok. Qu'est-ce que vous en retirez de tout ça? Disons une ouverture quand même. Je me sens moins isolée. Peut-être de t'expliquer aux gens ce que je fais et tout, c'est pas... Si, c'est positif. Donc là, on sent un processus de valorisation qui est à l'œuvre, qui avait déjà eu lieu quand, du coup, il y avait eu l'intérêt du collecteur, mais là, qui est conforté par le fait que le grand public vient valider le fait que oui, ce qu'il raconte a un intérêt. Et souvent, les retours du public sont quand même plutôt positifs et bienveillants. Donc, on sent qu'en fait, que l'expérience amène vraiment une valorisation en termes d'image de soi aux personnes collectées.
Donc, à travers ces premiers éléments-là, l'idée, c'était de vous partager le fait que les témoins avaient identifié que c'était un exercice qui avait de la valeur pour eux. Et le deuxième axe, c'était de dire, c'est aussi un exercice à valoriser pour les autres et à transmettre. En tout cas, cet enjeu de transmission, il est vraiment au cœur de l'activité de nos mémoires vives. Pauline vous en a parlé tout à l'heure. Il y a vraiment cet enjeu de donner à entendre le vécu et transmettre cette histoire à travers les générations, ce patrimoine-là. Donc, cette question, en fait, on l'a posée ouvertement aux témoins qu'on a interrogés en leur demandant, mais d'après vous, est-ce que ce que vous nous avez raconté peut avoir un intérêt, peut apporter quelque chose à quelqu'un qui l'écoute? Et je vous laisse écouter ce qu'ils en pensent. Je me demande à quoi ça peut servir. J'ai pas une vie extraordinaire au point que ça puisse servir à d'autres, mais voilà, je sais pas ce que vous en ferez, vous. Moi, ça me rappelle des trucs, mais peut-être que pour les personnes qui écoutent... Vous pensez pas que ça puisse être intéressant? Non. C'est intéressant. Hein? C'est intéressant. Des fois, on entend toujours c'était mieux avant, c'était mieux avant. Voilà, les jeunes, quand ils écoutent ça, ils voient bien quand même la chance qu'ils ont d'être nés maintenant que d'avoir cette vie, d'avoir vécu ça. Ouais. Ben ça, c'est l'après-guerre, quoi. Les années 50, 60. Ça sera utile, c'est tiré. Peut-être qu'il y en a qui vont dire qu'est-ce qui se mêle à ce Yukong, on s'en fout de ces histoires. Ouais, mais c'est sûrement la vérité. On ne va pas revenir en arrière, hein, mais ils vivront jamais la convivialité qu'on a vécue. Mais pourquoi vous avez envie de transmettre, vous? Là, je ne transmets pas, je raconte. C'est quoi la différence entre les deux? Raconter, c'est pour laisser une transmission, c'est pour laisser des souvenirs. C'est, sans être, mais disons que c'est un peu un patrimoine, quoi. C'est la façon dont j'ai vécu, par exemple, ma jeunesse. Quand on gardait les moutons et tout ça, c'est des choses que peut-être il y a des jeunes qui n'ont jamais vécu ça, ou qui vivront peut-être jamais. Donc, dire, ah ouais, d'accord, il y avait ça, ouais, d'accord, il faisait comme ça. Ouais, Mais je pense que c'est pas idiot finalement, parce que c'est la vérité. Je me rappelais pas avoir raconté mon avortement. Interdit, tout était interdit en fait. Maintenant, quand ils avortent, ils vont à l'hôpital se faire avorter. C'est presque une éducation sexuelle. Je fais vraiment une éducation sexuelle là. Même que vous parliez de la guerre d'Algérie, au contraire, ça peut informer les gens. Puis, de toute manière, si vous voulez les rapatrier, je fais partie de ceux qui sont les derniers. Après nous, quand on va mourir, il n'y aura plus personne dans 30 ans, 40 ans, on n'entendra plus parler. Ce sera une page d'histoire, c'est tout tourné. Puis je raconte, c'est la mémoire qui parle, la mémoire vivante. Chaque fois que je parle du passé, ça me remue, comme vous dites. Parce que je sais que c'est le sens de la vie, on peut en vieillir, mais c'est difficile à accepter, quoi. C'est bien, mais il faudrait que les gens prennent conscience, si pour une prise de conscience, que la vie, elle a un début et une fin, quoi. Que c'est peut-être pas facile, mais... Je voudrais en profiter pour rendre hommage à Guy qu'on vient d'entendre, parce que sa petite fille a pris contact avec moi ce week-end pour m'informer de son décès et de la préciosité aussi d'avoir le témoignage. Et effectivement, cet enjeu de transmission, à travers ce que vous avez entendu là, il parle plus ou moins en fait aux personnes. Il y en a qui le voient tout de suite, qui en ont conscience, comme justement Guy qui dit, voilà, il a conscience d'être une page de l'histoire, une page qui se tourne, et il a envie de restaurer sa part de vérité, ou en tout cas de transmettre cette part-là. Et puis il y en a d'autres qui ont eu cette prise de conscience au cours du processus, voire là, vous avez entendu peut-être à un moment donné, avec Madame P, où en fait c'est son fils qui était là au moment de la réécoute. Moi j'étais avec elle, d'ailleurs un peu gênée au départ, parce que bon, je me suis dit peut-être qu'elle n'a pas envie qu'il soit là, puis bon, il était dans la cuisine, on fait avec l'espace qu'on a, et en fait il nous écoutait, et c'est lui qui est intervenu en disant, mais si, bien sûr que si, en fait c'est intéressant ce que tu racontes. Et du coup c'était un moment très chouette, parce que moi j'étais plus là, c'était eux deux qui discutaient, et de dire, mais si, ce que tu racontes c'est important. Et donc il y a eu la présence du tiers qui a apporté en fait une valeur à ce qui était transmis. D'où pour nous vraiment l'importance de créer cette rencontre et de créer des rencontres avec d'autres personnes, avec le public, à travers différents événements et différents supports, pour prouver l'intérêt, s'il y a besoin de le faire, de ces éléments, en fait, de ces vécus qui sont partagés. Donc cet élan de partage, il naît
petit à petit en fonction des témoins. Il y a des témoins qui vont l'avoir assez rapidement et puis une fois qu'ils vont écouter leur témoignage, on sent qu'il y a une remise en dynamique des différents témoins, même s'ils n'avaient pas forcément identifié cet intérêt au départ, mais voilà, ils vont se réapproprier leur histoire et ils vont réfléchir à cette transmission, mais je ne vous en dis pas plus, ils vont vous l'expliquer. Ça fait du bien des fois de se remémorer des choses. Alors, parce que je n'ai pas l'occasion des fois de parler non plus, parce que moi j'invite jamais les voisins, tout ça. Bonjour, bonsoir, chacun chez soi. Ah oui, je pense que je vais au club de l'âge d'or, je vais leur faire écouter ma vie. Hein. Qu'est-ce qui vous donne envie? Oui, ça, le partage de la vie, et que je pense que ça va amener du dialogue chez tout le monde. Ce serait rigolo, on mettrait ça à écouter et on écouterait ça, tout le monde se marrerait. Puis celui qui n'a pas envie d'écouter, il continue à jouer aux cartes et puis c'est tout. Parce que je pense que tout le monde a sa petite histoire, tout le monde a son petit truc à raconter, mais qu'on ne raconte pas. Et de leur libérer la parole. Il y en a certains que ça leur ferait peut-être du bien de pouvoir parler. Quand ce sera fini, il faut que je le fasse entendre à tous mes frères et sœurs. Je pense que eux aussi, ça va les remettre aussi dans les souvenirs. Ça sera peut-être un moment autour d'un repas, des fêtes, un truc comme ça, parce que je veux aussi qu'à travers ça, dans tout ce qui gravite autour de moi, qu'ils voient en moi ce que je suis réellement maintenant. C'est un peu philosophique tout ça, parce que quand on le dit de cette façon, mais je le vois comme ça. Mes parents ne sont plus là. Moi, je vais partir. Il y a des choses qu'on pourrait rajouter. Mais pour les enfants, je crois que c'est pas le moment. Vous me la donnez et quand je suis plus, je mets un mot dans le testament et... C'est drôle parce que là, en l'écoutant, je pense aux pages blanches qui étaient évoquées aussi, de dire, voilà, il y a des choses à rajouter, il peut y avoir des pages blanches. En tout cas, après avoir donné à entendre leur récit au collecteur ou à la collectrice, ils le réécoutent et il y a vraiment cette étape de réappropriation dans la mesure où ils vont s'interroger chacune sur à qui est-ce que je vais le transmettre, est-ce que j'ai envie de le transmettre, dans quel cadre, comment, sous quelle forme. Et on s'est rendu compte en tout cas qu'aucun des témoins ou presque aucun n'avait vraiment déjà créé ces espaces-là de transmission, que ce soit avec des proches ou des pairs. Et donc on a eu le ressenti que cette expérience-là et que l'arrivée d'un tiers de nos mémoires vives a permis d'ouvrir ces espaces qui, on le souhaite en tout cas, vont vivre en dehors de nous maintenant, quoi, parce qu'il y a un support qui existe et en tout cas, il y a déjà cette réflexion de dire peut-être qu'on peut le partager. Alors, venons-en au lien social. Plus on vieillit, plus effectivement, il y a un processus où on se retire chez soi et où nos relations se réduisent de fait. Et donc, c'est pour ça que dans le processus de nos mémoires vives, à chaque fois, il y a vraiment la volonté de réunir les témoins ensemble, puis de confronter les témoins au grand public. Et donc, après que tout le processus se soit déroulé, on a voulu questionner les personnes sur finalement, à travers toutes ces étapes, c'est laquelle qui vous paraît la plus significative et la plus importante. Donc, on va les écouter. Ça s'est bien passé, j'étais contente de voir un peu tout le monde, d'entendre parler des gens, tout ça, ça me change d'être toujours toute seule. J'attends Valérie, elle doit venir me chercher pour aller au club Mayan. Oui, ça fait 4 ou 5 ans que je ne suis pas allée. Mais c'est bien d'avoir des échanges comme ça. J'ai découvert la bibliothèque. Vraiment très joli, hein. C'est-à-dire, je suis un peu, je suis un peu casanier, vous savez. Je suis quelqu'un qui s'exprime pas volontiers avec certaines personnes. Voilà, ça s'est bien passé, là. Et je me suis mis à l'aise, comme on dit, avec l'ambiance. L'ambiance qui était bien. Ça m'a fait découvrir beaucoup de choses sur les autres personnes. Non, c'est sympa, ça fait plaisir de voir déjà. Mais c'est dur d'arriver à faire la convivialité. Je ne veux pas défaire ce que vous faites, ça fait plaisir. Mais quand tu vois la peine que tu prends, et que les gens vont te dire, bon, tu en as à foutre, ça ne me plaît pas,
Moi, tu me dis, on est 15, 20, il faut faire une bordicade de moule de 20 kilos, 30 kilos, je te la fais. Hein. Que tu fais un repas, tu fais un apéritif, il faut l'avoir autrement. Il faut l'avoir autour d'un repas convivial. Ce que j'ai remarqué, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes. Hein. Elles s'approchent des personnes âgées, elles nous parlent, elles s'occupent de nous et tout. Je trouve ça très bien. Parce que normalement, les jeunes, vous savez, la jeunesse d'aujourd'hui, je l'ai dit dans toutes mes paroles, hein, c'était mieux avant, comme on dit les vieux. Mais là, je reconnais que, oui, la jeunesse s'arrange. Et ouais, on entend de tout. La brazucade n'a pas été encore faite, mais on tient à ce que ce soit fait. Donc, en fait, il souligne quand même l'intérêt pour l'ensemble du processus, mais ce qu'on entend et qui les marque, c'est vraiment les moments où ils ont été ensemble. Et donc, en ça, alors je ne sais pas si c'est le fait de collecter leur histoire de vie ou le projet, mais qui crée vraiment une rupture dans le quotidien. Donc, on a entendu, il y a des gens qui franchissent la porte de la médiathèque. La médiathèque, elle est en bas de l'immeuble. Il y a la rencontre avec des personnes inconnues. Et donc, on réouvre des cercles de sociabilité. Ou il y a le changement des représentations, notamment sur la jeunesse. Voilà, tout d'un coup, on se reconfronte à l'extérieur et on se rend compte que la réalité, elle n'est peut-être pas celle que l'on se construit, mais que ça peut bouger. Donc, en ça, en fait, il y a vraiment la création d'un mouvement dont on a aussi parlé ce matin. Bon, ça paraît tout rose, on a quand même eu des difficultés. On va être honnête et on va les dire. Qui dit personne âgée isolée dit difficulté de repérage. Donc, ce temps, il a pris beaucoup de temps et très peu de contacts ont été remontés. Donc, il n'y a pas que des personnes âgées isolées qui ont participé au projet. On n'a jamais eu autant de difficultés à faire accepter le fait qu'on vienne chez les personnes. C'est la première fois qu'on a eu autant de non au téléphone ou pour franchir les portes. On s'est posé la question du pourquoi. On s'est dit que potentiellement, qui dit public isolé, dit public en retrait, dit parfois aussi un choix d'être moins en lien ou une appréhension du lien. Donc, peut-être c'était un facteur. On est sur le territoire du quartier Croix d'Argent, quartier des rapatriés d'Algérie. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont encore touchés par cette histoire et qui manifestent un tabou et qui n'ont pas envie d'en discuter. On est sur la particularité d'une époque. C'est le premier projet de cette envergure qu'on refaisait après le Covid. Et on se pose aussi la question de, est-ce qu'il n'y a pas une crainte de l'autre, une crainte de l'étranger, et le faire rentrer chez soi qui arrive. Et la deuxième, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais en tout cas, un questionnement, donc, avec cette forme de la balade sonore que l'on a réalisée. Moi, j'ai trouvé subjectivement, en tout cas, que c'était moins impactant sur la valorisation de soi que le documentaire. Parce que quand il y a la projection du documentaire, il y a 100 personnes dans une salle et on fait vraiment assembler. Et là, la balade sonore, c'était des groupes de 25 que les gens rencontraient petit à petit, assez rapidement. Il y avait moins ce temps. Et donc, j'ai eu la sensation, en tout cas, que même si ils le disent, que ça a un impact sur la valorisation de soi, que parfois des projets qu'on a pu mener étaient plus impactants. Dans ce qu'on trouve qu'on a vachement bien réussi, c'est qu'on se rend compte de l'importance de tous ces temps et de prendre le temps. Et qu'en fait, la relation de confiance qu'il signifie entre le collecteur et le collecté, en fait, nous, on la retrouve déjà quand on les réunit entre témoins. Moi, j'hallucine. J'ai l'impression qu'en fait, ils se connaissent depuis toujours, alors que ça fait 5 minutes qu'on est arrivé dans la salle et qu'il y a une vraie qualité d'écoute. Et que la qualité d'écoute qu'on a eue avec eux, ils l'ont entre eux. Et ils continuent à se livrer. Le monsieur qui dit « je n'avais pas très envie de venir », il s'est ouvert comme jamais, même en collectif. Et je trouve que du coup, ça a rejailli aussi sur le public qui est très attentif effectivement à ce que les personnes vont dire et que ces personnes qui sont isolées, tout d'un coup, elles vont même se mettre à parler devant 30 à 40 personnes sans aucun filtre. Et en ça, il y a un vrai processus, c'est une vraie progression. Bon, il faut conclure. Donc, on rappelle la problématique qui était est-ce que le récit de vie peut s'apparenter à une démarche thérapeutique non médicamenteuse? Donc, on a beaucoup évolué en fait dans ce processus de recherche. On a bien conscience que le soin et le prendre soin, il est bien présent à travers tous les retours des participants. Ils disent le plaisir de souvenir, le fait de se reconnaître, se sentir valorisé, revivre des émotions, voire d'assimiler le projet à une démarche thérapeutique. Il semble cependant que c'est quand même plutôt la question du lien social plus que du soin qui est au cœur de notre démarche en tout cas, et donc pour laquelle ils ont témoigné le plus grand intérêt.
Donc le mieux-être, en fait, il serait permis par le fait d'être en lien d'abord avec le collecteur, de vivre une relation privilégiée avec lui, puis de le vivre avec la rencontre avec les autres témoins, puis de la vivre avec le grand public et quelque part de se remettre en société. Et que tout ça participe au fait de oser se confronter au regard de l'autre, de se rendre visible à nouveau, de pouvoir être au centre des attentions. Donc je dirais que c'est parce que l'exercice de la collecte génère du lien social qu'il contribue par ce lien aux soins de la personne. Mais du coup, on ouvre le débat et je laisse Ethan l'ouvrir. Non, tu es bien avec ton micro. Il m'incombe déjà la lourde tâche de conclure. Je vais rester avec le petit micro. Conclure et ouvrir le débat pour alimenter nos discussions et les discussions de cet après-midi. En revenant donc sur cet élément fort, c'est par le lien social que l'on prendrait soin. Et au-delà de cette première hypothèse, lien social, démarche de soins sont à articuler à la dynamique processuelle expérimentée par nos mémoires vives. Car comme vous l'aurez bien entendu, écoutez tout au long de cette présentation, la démarche, la méthodologie, l'originalité ici, c'est qu'elle se déploie sur le temps long. Elle est construite sur une temporalité longue. Donc en guise de conclusion, je souhaiterais revenir et vous proposer 3 axes pour nous inviter à réfléchir à travers un prisme interdisciplinaire à ce triptyque, lien social, démarche de soins, temporalité longue. Premièrement, un premier axe, c'est davantage un appel et ça fait écho avec beaucoup de choses que vous avez dit beaucoup mieux que moi ce matin. C'est qu'on pense à ce que la démarche proposée par nos mémoires vives pourrait être discutée au regard du référentiel des INM, interventions non médicamenteuses, qui est d'ailleurs actuellement en cours de structuration. Et on le prend en exemple parce que justement, il y a des équipes de chercheuses et de chercheurs ici à Montpellier qui travaillent sur cette structuration scientifique, à faire valider scientifiquement ce protocole. Et l'intérêt ici, pour nous, ce serait d'imaginer que la démarche de nos mémoires vives pourrait être consolidée, testée à plus large échelle au sein d'un protocole scientifique, comme le met en place l'association NPI, afin de comprendre, de un, le lien entre l'exercice de se raconter et la particularité de l'intégrer dans une temporalité longue, et de deux, d'analyser ses impacts, l'impact plutôt de ce processus dynamique dans cette démarche de soins. Dans tous les cas, il nous semble qu'il y a vraiment une réflexion féconde à avoir qui pourrait être menée entre la question de la collecte, de la pratique du récit de vie, de la biographie hospitalière, de tout ce qui concerne ces soins de support, comme vous nous l'avez très bien expliqué ce matin. Un deuxième axe qui, moi, personnellement, me stimule particulièrement, l'élément temporel qui est structurant dans la démarche de nos mémoires vives, c'est à discuter au sein d'un cadre analytique qui pourrait articuler des travaux issus de la sociologie, des études féministes, des gender studies, des études migratoires, de la psychologie, afin de défendre l'importance de repositionner l'individu au sein d'un collectif, ce qui permet de créer le lien social et ensuite de revenir à la question de la démarche de soins. Alors, je m'explique en présentant quelques exemples. Tout d'abord, on commence par les études féministes qui ont déjà largement démontré la force des safe spaces, espaces sécurisants, par exemple non mixtes, pour libérer la parole des personnes dans un espace collectif et créer ce cadre propice par le collectif. Donc il y a des travaux très intéressants, Barbara Stengel par exemple, Christina Anhart, qui expliquent ces protocoles-là qui sont mis en place. Ensuite, plusieurs recherches élaborent avec des populations en situation d'isolement, en situation de précarité, victimes de violences, des protocoles méthodologiques mobilisant tout un tas de différents types d'outils. Je pense qu'on va pouvoir avoir des riches discussions par rapport à ce qui était présenté ce matin, pour permettre aux personnes de se raconter plus facilement, tels que les outils artistiques. Donc on pense par exemple à la musicothérapie. C'est reconnu d'ailleurs dans la catégorie psychosociale concernant des pathologies telles que Alzheimer ou Parkinson. Ou aux outils plastiques que l'on mobilise particulièrement auprès de populations migrantes. Ces protocoles
peuvent être élaborés sur le temps long et surtout, ils peuvent prendre place au sein de dispositifs en collectif. C'est que dans tous les cas, là, ce qui rejoint ces travaux, c'est que le fait de se raconter par n'importe quel moyen ou outil, dans le cadre du groupe, participe d'un processus de prendre soin de soi et des autres, et d'un processus de valorisation de soi et de la dynamique collective. Alors, quelques travaux qui sont menés auprès de populations migrantes, je vous renvoie à l'Université d'Orléans, à ceux de Geneviève Guetten, à l'Université de Maastricht de Valentina Mazzucato, qu'on a eu le plaisir d'inviter ici le mois dernier en décembre pour discuter nos propres travaux qui sont menés au sein du projet IMCOV, que l'on mène ici à la Maison des sciences de l'Homme Sud avec l'UMR Ardèvre. Donc, un travail où justement, avec des jeunes migrants isolés, on a mobilisé des outils artistiques, peinture, etc., pour accompagner le récit. Enfin, un dernier axe très court. La démarche couplant processus individuel et collectif est à questionner au regard des concepts de réciprocité, de don, employés au sens entendu par Marcel Mauss, Alain Caillé. La réciprocité est induite par le cadre construit par nos mémoires vives, permettant de ne pas cantonner la personne âgée à son rôle de racontante, racontant, mais de la valoriser faisant partie d'un processus collectif qui a de la valoriser en tant que citoyenne, citoyen, en tant qu'acteur de son quartier, par exemple, acteur du patrimoine, de la mémoire de son quartier, acteur de sa communauté et qui permet de faire société. Je vous remercie.